Sans infrastructure, difficile de penser développement. Mais de quelle infrastructure la RDC a-t-elle besoin en priorité ? Édition spéciale ce lundi 15 mars, après la grande édition du journal de 19h. Je serai avec le conseiller spécial du président de la République en matière d'infrastructure, Monsieur Alexis Kayembe de Bampende. Pas de développement possible sans infrastructure. Mais de quelle infrastructure la République démocratique du Congo a besoin en priorité ? Pour parler de tout cela, vous êtes aujourd'hui notre invité, Monsieur Alexis Kayembe de Bampende. Bonjour. Bonjour Christian. Vous êtes le conseiller spécial du président de la République en matière d'infrastructure. Exact. Alors, on fait un peu l'état des lieux des infrastructures en République démocratique du Congo. Moins de 2000 km de routes asphaltées. De combien la République démocratique du Congo a besoin ? Je pense que nous avons besoin, plus ou moins, 20 000 km de routes asphaltées. Là, je parle des routes nationales qui doivent connecter d'une province à une autre. On n'a même pas 10% de ce dont on a besoin. Bon, en fait, c'est la situation que nous avons héritée. Les plans des infrastructures intégrées est en place, qui vient d'être ou qui est en train de se développer au niveau de notre cabinet. Et vous avez entendu parler, par exemple, des projets Tchilegelou. C'est un projet aujourd'hui de voirie pour d'abord l'espace Grand Kassai qui doit commencer, si tout va bien, cette semaine. Après, il y aura les grands bandes de Grand Équateur. Nous avons eu certaines propositions pour faire des routes à un coût acceptable. Ça veut 350 à 400 000 $ par kilomètre. En macadam. Effectivement, oui. Au lieu du million dont on parle. Des millions, tout ça là, c'est pour qu'on appelle Tchilegelou, c'est comme un projet pilote, hein. C'est avec les produits polymères. Ceux qui ont été, par exemple, à Kingakati, par exemple, il y a eu ce genre de produits. Puisque vous savez, il y a des routes que nous avons construites dans ces pays. 6 mois, une année après, et puis ils ne sont plus praticables. Donc nous avons eu cette technologie et que nous avons... Moi, j'ai visité la société en question aux États-Unis. Au Texas, par exemple, c'est la même technologie qu'ils utilisent. Ça coûte 300 400 000 $. C'est une voirie complète. Mais par exemple, pour des routes à dessert agricole, ça peut aller jusqu'à 150 000. Nous sommes en train de voir, avec les moyens traditionnels des routes qui coûtent 1,5 million, 2 millions, de $, par kilomètre, si ça peut nous aider, puisque du moins nous avons plus ou moins 10 ans de garantie. Ça, c'est quand même énorme, quoi, puisque les routes conventionnelles, je parle conventionnelles où on utilise des bitumes et d'autres produits qui coûtent 1,5 million, parfois après 3-4 ans, vous ne connaissez plus la route. Donc, c'est une façon de voir, d'amener d'autres solutions qui peuvent donner de bons résultats. Donc, 20 000 km de route pour relier la République démocratique du Congo, en tout cas les principales villes, entre elles. 20 000. Pourquoi 20 000 aujourd'hui ? Vous savez, il y a eu une nouvelle carte de décentralisation. On avait 11 km, donc il y avait des routes... On avait 11 provinces. 11 provinces, voilà. Il y avait des routes qui étaient... des routes provinciales, mais maintenant que nous avons 26 provinces, elles deviennent actuellement des routes nationales. Donc, selon notre constitution, donc l'État intervient au niveau des infrastructures en fait centrales, qui dépendent du gouvernement central en fait, et les provinces aussi s'occupent des infrastructures provinciales. Donc, pour connecter une province à une autre, avec des routes asphaltées, les minimums, ça peut aller plus que ça, mais les minimums, pour qu'il y ait quand même un impact d'infrastructure visible, il faut arriver jusqu'à 20 000 km. À 400 000 $ le kilomètre, ça fait 80 milliards de dollars. Oui, il faut commencer quelque part. Et comme j'ai dit, c'est une question aussi de développer la politique des infrastructures. Donc, il ne faut pas toujours attendre que le gouvernement central finance tous les 80 milliards. Bien sûr qu'il y aura des routes qui peuvent être financées par le secteur privé avec un modèle économique BOT. Et il y a aussi des routes qui peuvent être financées par l'État où il peut aussi y avoir un financement des institutions internationales.
Donc je ne veux pas que tu puisses avoir peur de 80 milliards. Oui, on dit sans infrastructure, pas de développement. Développer les routes, c'est développer les échanges entre les individus. Mais encore faut-il que ces individus produisent quelque chose. Est-ce que le seul développement de ces routes, selon vous, peut amener ou va amener automatiquement de l'activité économique? Oui, là, il y a des approches en fait. Première approche, c'est on fait une route puisqu'on sait qu'il y a un besoin. Puisqu'il y a une population, il y a une industrie qui existe ou une activité commerciale. Deuxième approche, c'est faire la route. On sait qu'une fois que la route est praticable, les autres industries vont suivre et rejoindre en fait l'infrastructure. Donc on fait la route, peut être rejoint par d'autres infrastructures, de manière que nous avons une infrastructure intégrée. Si on fait la route aujourd'hui, 300-400 km, qui va relier 3 ou bien 4 provinces, il faut l'intégrer à d'autres infrastructures. On doit se rassurer que vous avez la fibre optique qui accompagne cette route, vous avez les pipelines qui accompagnent cette route, et puis vous aurez d'autres infrastructures telles que stations d'essence, autour lesquelles vous aurez des villes ou des villages modernes qui peuvent aussi se joindre. Donc, c'est les deux approches-là qu'on peut toujours combiner. Aujourd'hui, la priorité, c'est quoi? C'est que le gouvernement construise ces routes et accompagne avec de l'activité, ou le gouvernement met en place des structures pour faciliter les investissements? Parce qu'aujourd'hui, on a vu cela avec la construction de la route nationale 1. La route n'apporte pas forcément le développement. Quelle doit être l'action à réaliser concomitamment avec la construction de ces routes? C'est ce que les anglophones appellent chicken and egg. La poule et l'œuf. Exactement. La sempiternelle question de qui vient d'abord. Voilà. Mais la réalité, c'est quoi? Si il faut commencer les infrastructures prioritaires, comme dans tous les pays, que ce soit mettre les infrastructures en place pour alimenter de l'eau dans des villes, dans des villages, il faut qu'il y ait toujours infrastructure. L'énergie fait aussi partie de ça. Voilà. Donc on peut faire la route. Bien sûr, il y aura des gens qui ont besoin de l'énergie. Et l'énergie, ça fait partie de l'infrastructure énergétique. Donc, il y a pas mal de facteurs, mais il faut qu'il y ait une cohésion. Vous parlez de la RN1. Peut-être qu'il n'y a pas assez de trafic, puisqu'il n'y a pas assez d'activités commerciales. Donc, nous avons par exemple les provinces comme Congo central, la province de Grand Bandundu. Je parlais peut-être des ressources naturelles que nous avons, par exemple la forêt, par exemple les ressources minières. Vous voyez déjà que s'il y a déjà une activité minière ou bien forestière ou bien activité agricole, il y a déjà une augmentation, si vous voulez bien une croissance du trafic. Même si nous avons un système de péage, cela, n'est-ce pas, augmenterait, n'est-ce pas, les recettes. Donc, il faut voir les tout. Il faut qu'il y ait, bien sûr, un plan économique qui doit être exécuté pour répondre à certains besoins socio-économiques d'un côté, de l'autre côté, mettre les infrastructures qui doivent accompagner aussi ces plans. Donc, ce n'est pas seulement infrastructure, puisque parfois, les gens parlent de l'éléphant blanc. On peut faire une route, 3-4 bandes, voilà. Et ceux qui traversent, ou ceux qu'on remarque sur cette route, ce sont les crocodiles qui traversent, voilà, avec un camion qui passe chaque 4-5 heures. Mais ça doit être accompagné avec une incentive, qu'on appelle économique, derrière, de façon qu'il y ait une activité. Et pour qu'il y ait aussi activité, l'investisseur vous dira que voilà, oui, dans telle province, dans tel comté de la province X ou tel village, je vois qu'il y a des gisements importants de fer, de manganèse ou je ne sais pas quoi, mais je ne peux pas aller là-bas investir puisque j'aurai un problème d'évacuation. C'est là aussi l'État doit accompagner de façon que celui qui produit, que ce soit dans les secteurs agricoles ou miniers, et qu'il y ait les infrastructures qui l'accompagnent. On parle des routes, et là on se pose la question de savoir si c'est utile pour certains tronçons, mais ce que l'on sait utile, c'est le chemin de fer par contre. Pendant longtemps, pour la province du Congo central, et aussi pour les échanges entre la province du Kasaï oriental et du Katanga,
on a dit, si le chemin de fer n'existe pas, tout cela ne vaut rien. À l'ouest, c'est l'ONATRA, à l'est, c'est SNCC, c'est 13 000 km existants ou nécessaires, mais même pas le quart en bon état. Qu'est-ce qui est fait pour ça? Bon, je pense qu'il y a déjà la solution, puisqu'il y a 2 ou bien 3 mois où la société allemande a signé déjà un contrat pour la construction et réhabilitation de 13 000 km de chemin de fer. 13 000. L'intégralité. Exactement, 13 000 km. Et il y a 3 semaines, à l'hôtel du Fleuve, où ils ont lancé les lancements des études de faisabilité. Donc à ce côté-là, on n'a pas vraiment de soucis puisque la solution a été trouvée. Ça serait la JV avec les sociétés d'État, SNCC, l'ONATRA et autres, où l'État congolais aura une part importante dans les capitaux. Donc on peut parler d'autre chose en ce qui concerne chemin de fer. Je pense que on peut prendre ça pour acquis. Mais oui, puisqu'il y a un contrat qui a été À quel délai? Parce que là, vous avez parlé d'études de faisabilité, pas encore du début des travaux. Non, mais ce qui est important, c'est un contrat qui est déjà signé. Ils ont lancé les études de faisabilité, c'est déjà lancé, qui prendront peut-être une année, 6 mois, une année ou 6 mois de plus, puisque on parle quand même d'un petit continent, la RDC. Et une fois que ces études sont conclues, donc ils passent à l'exécution des projets. Là, on parle de quel modèle? C'est BOT, c'est l'État qui finance tout, ou c'est 13 000 km de réhabilitation ou de construction? C'est une enveloppe de combien on parle aussi dans millions ou en milliards de dollars? C'est milliards. Donc je pense que c'est dans les vingtaines de milliards de dollars. Qui finance? Et les financements ne viennent pas, heureusement, ce n'est pas l'État congolais qui apporte un financement, c'est l'investisseur privé. Donc ils ont un modèle où il y aura plusieurs bailleurs de fonds qui vont participer dans les consortiums. Et c'est ce consortium-là qui va financer à 100%, mais l'État congolais se préserve d'une part importante. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais ça doit être plus de 30 ou 40%. Voilà. Donc avec une réalité de la rénovation à quel délai? 1 an, 2 ans, 10 ans? Écoutez, on parle de 13 000 km. Je ne dirais pas 3-4 ans, mais ça doit être, c'est à long terme. Mais ce qui est important, c'est une fois que les études de faisabilité sont conclues, on passe au niveau de l'exécution. Je pense qu'ils vont commencer avec soit les tronçons, c'est mon souhait, tronçon Banana Kinshasa, comme nous aurons le port en eau profonde. C'est pour relier en fait. On va en parler. Voilà. Et puis il y a aussi des besoins au niveau de Grand Katanga, Kolwezi Lolo. C'est important puisque en attendant il faut évacuer quand même les produits miniers, les matières premières qui partent souvent vers l'Afrique australe et ça abîme quand même pas mal les routes. Donc vous avez aussi Kolwezi il est beau, au nord aussi il y a pas mal de soucis, mais je pense qu'ils vont commencer par des tronçons existants, les moderniser plus rentable avant de faire de nouveaux tronçons. Ça, c'est pour les chemins de fer. La fibre optique? La fibre optique, je sais que le travail qui avait été fait par la société chinoise de l'époque n'était pas bon. N'était pas bon. Que ce soit la vitesse, c'était déplorable. Et les ministères de télécommunications ont pris quand même la charge. Nous avons, quand j'étais en Égypte avec le président de la République, signé aussi notre contrat avec une société Benya, société égyptienne, qui va aussi en faire, je ne sais pas combien de milles, ça peut peut-être 2 000 à 3 000 kilomètres. Donc les besoins sont partout. D'ailleurs, il faut voir, je vous invite à voir les plans numériques de la RDC, développés par le Conseil spécial chef de l'État, Monsieur Mikisha. Dominique Mikisha.
Si vous lisez, vous voyez quand même que nous savons ce que nous voulons faire. C'est quand même important que notre économie aussi se base sur la couche numérique. On ne doute pas de ce que vous voulez faire, mais est-ce que vous pouvez le faire? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que dans ces plans, il y a des priorités. On sait, on commence où est-ce qu'on va et dans combien de temps. Et à quel coût? Ben écoutez, ce qui est important ici, ce n'est pas avoir la peur que combien ça va coûter. Ce qui est important, c'est on va le faire comment. Donc, on est ouvert dans tout ce qui est financement des projets et on ne voit pas seulement un financement qui vient du Trésor public. C'est beaucoup plus PPP qui est aujourd'hui partenariat public-privé. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, on lance toujours l'appel aussi à l'entrepreneuriat congolais. Il ne faut pas que, quand il s'agit de business, il faut toujours aller à Dubaï, faire les commerces, acheter et vendre. Il faut que les Congolais aussi s'impliquent dans toutes sortes de business de cette génération, que ce soit en numérique, que ce soit dans les mines, que ce soit dans les infrastructures, pour qu'on ait quand même une classe moyenne. Le chef de l'État a bien dit qu'il veut bien, j'insiste les mots, millioniser les Congolais. Donc je pense que c'est le moment où toutes les portes sont ouvertes. Vous avez un président qui est derrière le peuple, qui se rassure qu'il fait quand même quelques millionnaires. Alors il y a les routes, il y a le chemin de fer, la fibre optique, ports, bananas notamment, et aéroports. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on a des ports et des aéroports à l'image d'un pays développé ou d'un pays moderne. Alors, Banana, on en parle depuis plusieurs années. Voilà. Où en est-on? Écoutez, Banana... dans le Congo central. Banana, c'est une question de temps. Et lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, les dossiers de Banana étaient prêts pour qu'il y ait une signature des mandataires. Mais le président de la République avait constaté que les contrats signés par nos amis de Dubaï avec l'État congolais à l'époque ne représentaient pas l'intérêt supérieur de la nation. C'est-à-dire? C'était un contrat, il faut le dire, léonin. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de révisiter. Si tout va bien, d'ici quelques mois, peut-être à la fin de ces mois, donc on va atterrir. Donc ce sont les négociations que moi j'avais commencé à guider. Nous avons été à Bruxelles et le chef d'État a réagi, encore l'équipe. Aujourd'hui, on travaille sous l'égide du directeur de cabinet. On a élargi avec d'autres membres comme ambassadeur Amesso. Nous avons M. Boula et mon cabinet aussi. On travaille ensemble. Donc, on est presque à la conclusion pour visiter. Et d'ailleurs, je salue l'effort de tous mes collègues avec Qu'est-ce que vous reprochiez au contrat signé? En quoi était-il léonin? Ben écoute, il y avait quand même des soucis importants. Il y avait le problème de la souveraineté de la RDC, puisque dans ces contrats, il fallait déplacer les camps, la base navale de la RDC qui est aujourd'hui sur le site de Banana. Quand vous avez en face Soyo, vous avez la base navale de l'Angola. Et puis il fallait déplacer la nôtre à centaines de kilomètres. Ça, les présidents trouvaient ça inacceptable. Il y avait problème d'exclusivité où on interdisait même de construire un port ou un port en eau profonde, n'importe quel port, dans les 90 km de périmètre. Et puis, ce qui voulait dire que le port de Boma allait disparaître. Et ça, vous savez, vous connaissez bien le chef de l'État, quand il s'agit du Congo, il ne parle pas par des chemins. Et il y avait aussi les problèmes de responsabilité, où si jamais il y a un dégât qui est commis par DP World, c'est l'État congolais qui prend la facture. Si c'est toujours l'État congolais, il y avait aussi le problème de la durée des contrats qui devait aller jusqu'à 50 ans. Mais ça, ce n'était pas trop bloquant puisqu'on en discute. Donc, et puis la clause de put option qu'il pouvait sortir à n'importe quel moment du projet, c'est l'État qui devrait racheter les projets à un prix exorbitant. Donc, ce sont des clauses que le président de la République, en tant que garant de la nation, a trouvé que ce n'était pas acceptable. Donc là, vous continuez à négocier? Oui, depuis le président de la République avait reçu les numéro 1 de DP World l'année passée à Davos, où lui-même a exprimé clairement qu'il n'était pas content
Et eux-mêmes ont reconnu que ce n'était pas un bon contrat. Ils ont accepté de revenir à la table de négociation. Donc, ce que nous sommes en train de faire, ils sont en cours et en bonne direction. Si tout va bien, d'ici fin de ce mois ou le mois prochain, on va atterrir. Aéroport. Oui, avant de parler de l'aéroport, entre-temps, on ne construit pas le pont Kinshasa-Brazza. Hein? On ne construit pas, pourquoi? Parce que le Banana va pouvoir permettre une concurrence, c'est une question de souveraineté, vous avez dit tout à l'heure, entre le Congo, le port de Pointe-Noire qui pourrait alimenter Kinshasa à moindre frais parce qu'en eau profonde, et celui de Matadi qui aujourd'hui et de Boma qui ont de grosses difficultés. Tant que Banana n'est pas actif, le pont entre Kinshasa et Brazzaville ne sera pas effectué. Ça c'est l'approche que j'appelle toujours conventionnelle. Aujourd'hui, le monde a changé. Il faut voir la concurrence au niveau régional et ce qu'aujourd'hui la RDC peut offrir. Je vous donne un exemple. Le port de Pointe-Noire peut accueillir des flottes ou des bateaux qui peuvent aller jusqu'à ce qu'on appelle des bateaux IPV, donc avec des conteneurs, peut-être 16 000 conteneurs, puisqu'ils ne pensent pas qu'ils sont arrivés au niveau de 18 000 conteneurs par bateau. Voilà. La vision du chef de l'État, c'est de faire le port de Banana un hub régional. Puisque ce que nous nous offrons aujourd'hui, personne d'autre dans la région, même l'Afrique du Sud. Voilà. Donc un port hub, c'est pourquoi elle avait insisté que le minimum qu'on peut avoir, c'est 18 mètres de profondeur. C'est-à-dire recevoir des bateaux de 18 000 conteneurs. Nous travaillons avec les ports d'Anvers sous leadership de l'ambassadeur Amesso. Et d'ailleurs, ils nous ont transféré les compétences et ils ont insisté que si nous pouvons profiter d'avoir un port qui peut aller jusqu'à 24 mètres, puisque aujourd'hui, les navires qui sont en construction ou bien qui sont opérationnels sont des navires de 240 000 tonnes. Donc si vous avez 240 000 tonnes, donc ces navires quand ils quittent Rotterdam, Hong Kong ou Anvers, ils ne s'arrêtent nulle part puisque dans la région, dans tous les continents africains, il n'y a aucun port qui peut, n'est-ce pas, offrir des infrastructures qui peuvent recevoir de tels navires. Donc, voilà, c'est-à-dire que ces navires-là arrivent directement jusqu'à Banana, par exemple. Et ils déversent sur Pointe-Noire. À partir de Banana, c'est là où on peut faire maintenant le feeding, où il faut cabotage, il faut amener, voire même à Durban ou à d'autres provinces. Donc, le seul exemple que je peux vous donner, c'est les bateaux Panamax. Sont des bateaux de 24 000 tonnes, 24 000 conteneurs ou de 50 000 tonnes. Ces bateaux, quand ils quittent par exemple Rotterdam jusqu'à Hong Kong ou Singapour, les conteneurs coûtent 500 €. Mais quand les bateaux de 16 000 conteneurs ou 160 000 tonnes arrivent en Afrique d'ici à Durban, ça coûte 1600 € les conteneurs. Donc, prenons maintenant cette hypothèse où les mêmes bateaux arrivaient en RDC. Ça va coûter 500 €, 600 € par conteneur. Et les pays voisins qui vont utiliser 160 000 conteneurs, 160 000 tonnes, donc le prix sera plus ou moins le double. Donc ça veut dire que, pour répondre à votre préoccupation, ça veut dire que si Christian envoie un conteneur plein de caméras pour Top Congo jusqu'à Pointe-Noire, il paye 1650. Et si Radio Digital ou RTNC envoyé à Banana, il va payer 600 €. Pourquoi? Puisque les bateaux Panamax qui a quitté Rotterdam, il ne s'est arrêté nulle part. Donc, voilà. le port de Banana sera plus performant que celui de Pointe-Noire. Vous voudriez que le Banana soit un hub dans la sous-région, donc plutôt que de transiter aujourd'hui par Pointe-Noire pour arriver à Matadi ou Boma, il transite par Mwanda. Mais ma question, et j'y reviens, c'était: est-ce qu'avant la construction de ce port, il y aura la construction du
pont entre Kinshasa et Brazza, parce qu'aujourd'hui, le port de Pointe-Noire coûte beaucoup moins cher que ceux de Boma et de Matadi. Mais c'est ça que je vous explique, que la réponse est là. La préoccupation des Congolais en général et nos frères du Congo central, c'est d'avoir peur que si les ponts route-rail est opérationnel, on va tuer les ports de Matadi. On est bien d'accord que les cargaisons arrivent à Pointe-Noire, et de Pointe-Noire jusqu'à Brazzaville, traversent et tout ça là. Mais nous sommes en train de dire que c'est que le chef d'État a comme un plan de développer les ports de Banana. Ça va répondre à cette question automatiquement. Puisque même si les cargaisons venaient de Pointe-Noire jusqu'à Brazzaville, ça va coûter tellement 2 fois plus cher que si les mêmes trucs arrivaient jusqu'à Banana. Oui, mais ça, c'est, voilà, voilà. C'est à l'échéance. Non, puisque les ports de Banana effectifs. Oui. Mais en attendant, le problème vous avez dit le ressortissant du Congo central, c'est en attendant. Oui. Pour ne pas tuer Boma et Matadi, voilà. Est-ce qu'il y aura le pont de Brazzaville-Kinshasa avant la construction du port de Banana? Je pense que, si je me souviens bien, dans les dernières déclarations du gouvernement sortant, ils ont dit que les deux pouvaient commencer ensemble. Hein. Voilà. Mais ce qui est intéressant ici, c'est quoi? Pont route rail, c'est la BAD qui finance. Il faut faire la levée des fonds, il faut aller à gauche, à droite. Mais par contre, port de Banana, si je vois bien les chronogrammes, avec la discussion qui est en cours, comme nous sommes prêts maintenant à atterrir, donc DPOL va finaliser, je pense que les études sont déjà finalisées, le chef d'État va nommer rapidement les mandataires, et puis on commence la construction. Là, je ne vois pas vraiment le problème. Donc il y aura... Mais en fait, je faisais cette comparaison pour ramener tous les frères et sœurs qui ont la paire de pont rail que non. On peut répondre à ça. Hein, mais c'est important quand même que les deux capitales se joignent. C'est important quand même qu'il y ait la circulation de deux peuples congolais, Brazza et de Kinshasa, puisque mon président Tshisekedi disait que le monde est devenu un village. Donc il ne faut pas qu'on reste vraiment enfermé. Ça, on parle du port de Banana. Et les aéroports, aujourd'hui inexistants, on paye depuis quelque temps. Vous allez peut-être me dire que c'est des petits montants, mais c'est des montants qui sont importants dans les bourses des Congolais. On paye des taxes supplémentaires pour la rénovation et puis la construction d'un nouvel aéroport. On a même vu à Kinshasa des travaux commencer pour le nouvel grand aéroport de Njili, et puis plus rien. On reste avec nos aéroports, à part celui, le modulaire, là, qui ressemble à un aérogare de province dans les pays développés. Qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est prévu? Voilà. Voici comment moi je vois les choses. Les Rwandais, avec l'aéroport de Kigali, ont signé un MOU avec... je pense que c'est la compagnie aérienne de Mayotte pour développer encore davantage ce qui a été signé avec les Portugais. C'est un aéroport dont les coûts s'élevaient de 800 millions jusqu'à aujourd'hui, on parle même 1,2 milliard ou 0,3 pour faire un hub. Le Rwanda a quelle population? Voilà. Donc, c'est-à-dire que faire un hub au niveau du Rwanda, c'est pour avoir les marchés ougandais, sud-est congolais, n'est-ce pas, pour soutenir l'investissement. L'Angola est en train de construire un grand aéroport qu'ils appellent aussi Hub. Ça fait maintenant presque 8 ans. Ils ont déjà dépensé $1 milliard. En Angola. En Angola, oui. Et ils n'ont toujours pas l'aéroport. Non, ils ont un aéroport, mais oui. Non, ils n'ont toujours pas le nouvel aéroport. Oui, effectivement, il y a eu pas mal de rumeurs. À un moment donné, les travaux se sont arrêtés, que les Chinois qui construisaient auraient découvert des diamants, des ressources, tout ça là. Mais sinon, si tout va bien, d'après ce que j'ai vu sur les YouTube, des images de derniers 3 mois, donc d'ici 6 mois, ils vont finir. En tout cas, c'est quelque chose grandiose. Donc,
ils ont déjà dépensé 1 milliard. Plus d'1 milliard. Donc, vous pouvez déjà imaginer que c'est ça quel type d'aéroport. Nous, on a parlé 300, 400 millions. Mais je pense que le président, puisqu'il veut, la façon dont il veut développer la RDC, il veut, quand on parle de la RDC, compte tenu de notre grandeur, la population, ce que nous avons comme des ressources, que nous soyons numéro 1. Le développement d'un pays, il faut toujours faire la comparaison à un autre pays, voilà, tout comme vous le savez bien. Donc, je pense que c'est ainsi que nous avons trouvé qu'il faut voir une deuxième vision. Donc, le projet, la première pierre posée par le président honoraire Joseph Kabila à l'époque, ce projet-là ne sera plus le même. Il y a encore des négociations, je ne peux pas confirmer ça, mais d'ailleurs vous venez de le dire, vous voyez combien les gens ont contribué, j'ai passé la contribution à l'époque pour voyager, 50, 55 dollars pour voyager, ça fait je ne sais pas combien de temps. Si vous faites la comptabilité, je pense que vous aurez moins de tête. C'était pour financer bien sûr l'aéroport. Donc, mais aujourd'hui, pourquoi rien n'a commencé là-bas? C'est le président Tshisekedi qui bloque les travaux ou la manière à laquelle ce contrat avait été ficelé ne permet pas le développement du projet? Non, je vous dirais qu'il y a des négociations, puisqu'un président Tshisekedi est arrivé au pouvoir, la réponse n'avait pas encore commencé. Ouais. Donc, on pourrait dire qu'on a bloqué si le travail était déjà en cours. Voilà. Quand on est arrivé, donc la situation reste indemne. Mais ce que je vous dis, c'est la RDC, vu sa grandeur, vu ce qu'on peut offrir aujourd'hui avec la croissance démographique plus ou moins galopante. Donc, il nous faut mieux que ce que les autres ont prévu. Mmh. Navigabilité, on ne parle pas des autres aéroports, pour ça, il n'y a pas de projet. Modernisation des autres. Vous savez, tout est prioritaire ici. Hein? Donc, c'est depuis 1965. Hein? Donc, la plupart des routes, puisqu'on a parlé des routes ici, il y en a même qui existent, même s'ils ne sont pas dans un état de délabrement, puisqu'ils ont été construits par les colonisateurs. Donc, tout est prioritaire. Vous pouvez déjà imaginer si l'aéroport de Kinshasa a besoin d'un nouvel aéroport. Donc, les provinces, c'est presque pire. Oui, donc, je pense qu'il faut construire. Nous avons 26 provinces, il faut 26 aéroports. Est-ce qu'il faut le faire pendant ces mandats? Je ne pense pas, puisqu'il faut être réaliste. Mais Kinshasa, c'est le miroir de la RDC. Je pense que le peuple congolais a besoin qu'il y ait une bonne infrastructure aéroportuaire de Kinshasa pour aussi justifier tous ces paiements que nous avons fait de gros passés consorts. Mmh. À défaut de l'aérien, parlons du fleuve, c'est la colonne vertébrale de la République démocratique du Congo. Alors, il y a des problèmes entre Banana, Mwanda et Matadi en termes de dragage du fleuve. Il y a aussi des problèmes entre Kinshasa et Kisangani. Mmh. Qu'est-il fait, qu'est-il prévu pour améliorer la navigabilité du fleuve? Bon, un rappel, lorsque le pays était encore sous l'autorité belge, Léopold II transportait les matières premières de Bukama jusqu'à Songolo jusqu'à Kindu. On met dans les trains, en fait dans le train qui amène ça jusqu'à Kisangani, de Kisangani, de Kinshasa, on met sur le chemin de fer ou par route pour amener à Matadi. Les rêves de son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur le plan fluvial, c'est ouvrir de Matadi jusqu'à Kinshasa pour que cette partie devienne navigable en première phase. La navigabilité qui avait été la non-navigabilité qui avait été le gros problème à l'époque de Stanley et autres. Le président pense être en mesure... Voilà, exactement. Tout à fait. Je vous explique. L'année passée, j'avais effectué une émission en Belgique où nous avons rencontré le professeur Henri Robert de l'Université de Liège qui avait actualisé les études de navigabilité sur les fleuves Congo, surtout les tronçons Matadi-Kinshasa. Les dernières études étaient faites en 1986 pour rendre cette partie navigable.
Et ces études étaient faites aussi par les Russes et par les Belges même dans les années 60. Et les mêmes études, si je recule encore plus, il fallait faire ce travail en 1942. Mais quand il y a eu l'histoire de la guerre mondiale, et puis la Belgique a stoppé le projet, en 1955, ils ont repris aussi les études pour faire en fait, la construction des écluses. C'est comme vous avez ça en Belgique, hein, c'est comme si aussi canal de Panama. Donc vous construisez les écluses ou bien les ascenseurs qui vont porter des bateaux jusqu'à la surface. Et en 1955, ils ont commencé la même opération, mais côté congolais, il y avait des menaces de l'indépendance et c'est ainsi que le projet n'avait pas pu démarrer. Donc les études existent, ce n'est pas quelque chose qu'on a fabriqué. Et si vous avez eu la chance de voir les Égyptiens qui étaient venus, l'année passée, le chef de l'État en a parlé à son homologue président égyptien. Pourquoi? Puisque les génies militaires d'Égypte, on a quand même l'expertise. Ils ont construit le 3e canal de Suez dans 13 mois, au lieu que de 3 ans, comme c'était prévu par les Chinois. Et aujourd'hui, on travaille avec les génies militaires de l'Égypte. Ils sont arrivés ici au début de cette année. Nous avons effectué à peu près 2-3 missions jusqu'au Congo central. Mais il y a une question importante qui est liée, n'est-ce pas, à ces projets. C'est INGA 3. INGA 3, oui, INGA Voilà, 3, INGA 3. Dont le financement, nous avons reçu récemment M. Kapanji, qui nous a parlé d'un certain optimisme avec ce projet sino-espagnol. Mais on a eu vent aussi récemment d'un autre projet qui est sur un autre modèle. Le sino-espagnol, on construit INGA 3 pour l'exportation principalement, mais un nouveau projet australien fait état d'un nouveau projet de construction pour la consommation interne. Dites-en-nous plus, puisqu'on sait que vous êtes parmi ceux qui pilotent ce projet. D'accord. Avant d'y arriver, je dois d'abord terminer la question de navigabilité. Dans ce qui est prévu dans les études, le fleuve du Congo a à peu près 3 biefs maritimes, au niveau de Boma et au niveau de Luozi, et l'autre qui est au milieu, au niveau de, en fait, pas au milieu, mais au niveau de Kinsuka. À partir de INGA 3, une fois que INGA 3 devient opérationnel, avec la rétention d'eau qui passe par la vallée de Bundi, donc cette partie devient automatiquement navigable de plus de 220 km. Du fait de la carence d'eau? Non, mais puisqu'il y a déjà un barrage, il y aurait évacuation d'eau qui passe maintenant par la vallée de Bundi. C'est une vallée, il y a une petite rivière, mais ça veut dire que la montée d'eau va aller jusqu'à 35 km. Donc quand vous avez déjà 35 km, et ça prendra plus ou moins 225 km, ça sera une partie des fleuves qui peut être navigué automatiquement sans qu'il y ait un autre effort. Donc en fait, le projet de navigabilité dépend de INGA 3. Mais c'est au niveau maintenant de Luozi où il faut maintenant construire les ascenseurs. Bon, il y a les études, ça peut être des écluses normales, voilà, tout ça là. Donc c'est pour vous dire qu'on parle aussi de navigabilité sur les fleuves, puisqu'au même moment, on parle de INGA 3. Donc c'est un projet qui est lié automatiquement à INGA 3. Parlons justement maintenant d'INGA 3. Le cœur du président Tshisekedi, nous dit-on, balance entre sino-espagnol et plutôt australien. Qu'en est-il? Bon. Les consortiums sino-espagnols, comme vous le savez bien, ils avaient déjà signé, je pense, en 2014, la convention. Donc, on peut pas parler de protocole d'accord. C'est toujours les mots convention. Protocole, MOU oui. En anglais. Voilà. Quand vous lisez, c'est presque la même chose. Bon, voilà. Le protocole d'accord avait été signé et devait commencer les études supplémentaires. D'ailleurs, là-bas, vous devez dépenser, il avait déjà commencé une subvention de 80 millions de dollars, mais les Chinois, Espagnols devraient faire aller-retour. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau
des modèles chinois qui est encore BOT, donc Build on Transfer. Donc vous construisez... construire, opérer et transférer à l'État. Transférer après avoir récupéré. Voilà. Récupérer l'investissement. Et il y a un problème des marchés. Donc ils n'ont pas trouvé les consortiums, sinon n'a pas trouvé de clients pour vendre l'électricité. Exactement. Ils ont trouvé des clients, mais ce n'était pas assez. Les Sud-Africains. Pour que les projets deviennent bancables, il faut un certain nombre de marchés, les fameux break-even. Sinon, l'Afrique du Sud est intéressée jusqu'à présent formellement pour acheter 2500 MW, pardon. Et les Chinois ont prévu d'amener un consommateur chinois pour l'usine d'aluminium, voilà, pour 4000. Donc vous avez 6500 et les Inga 3 a le potentiel de produire 11050. Donc ce qui veut dire qu'il y avait quand même un déficit. Bon, nous-mêmes nous pouvons dire qu'on peut le faire, mais le problème c'est au niveau des bancabilité des projets. Est-ce que les banques chinoises, en présentant 6500 Afrique du Sud, la société chinoise, est-ce que si SNEL propose aujourd'hui un instrument financier, sera accepté? C'était ça la question. Mais que les 4500 mégawatts ne peuvent pas être vendus au Katanga? Non, mais les projets, c'est vendu à qui? Aux industries minières de Katanga? Oui, effectivement, mais il faut que ces industries-là émettent certains instruments financiers qui doivent garantir, n'est-ce pas, les projets. Ce qui est vrai, c'est les besoins au niveau de la demande minière s'élèvent plus ou moins à 2000 à 3000. Donc, quand vous prenez 2500 plus 3000, vous avez 5500 plus 4000. Il y a quand même un déficit. Voilà. Oui, il y a un déficit. C'était ça le souci. C'est la raison pour laquelle vous avez remarqué, au mois de juin 2020, le chef d'État avait organisé la conférence panafricaine sur les grands Inga. Le but, c'était mobiliser les pays africains qui sont intéressés d'acheter pour qu'ils se prononcent. Puisque voilà, nous avons toujours entendu pays X, Y, Z qui peuvent acheter, qui ont besoin, mais au niveau de banking formel, quand vous émettez, n'est-ce pas, un besoin, il faut manifester. Donc il faut, d'une manière formelle, c'est pas seulement dans la bouche, quoi. C'est ce que nous avons fait. Nous avons parlé à plusieurs pays, aussi africains, voilà. Mais ce qui est vrai que les pays voisins, on importe aujourd'hui quelques mégawatts du Congo-Brazzaville. Au niveau de l'Est, on les fait aussi côté l'Ouganda, Zambie, vous venez de le dire. J'ai parlé aussi à l'Angola à l'époque où ils ont quelques 300 mégawatts qui voulaient la province ici, Manza-Congo, si jamais il y avait besoin. Donc, ça veut dire que pour le moment, ils en ont quand même assez. À court terme, je ne pense pas qu'il n'y a pas de preneur. Donc il n'y a pas de preneur pour les 11 000 mégawatts d'Inga 3. Donc Inga 3, modèle sino-espagnol a vécu. Modèle sino-espagnol, ce n'était pas assez. Et il fallait maintenant convaincre l'Afrique du Sud. Bon, le problème, c'est qu'ils choisissent aussi les pays. Les pays X, Y, que je ne vais pas citer, peut être intéressé, que je suis preneur, mais le problème, c'est est-ce qu'ils sont solvables? C'est une question. Est-ce que ce qu'ils vont proposer, les banques qui financeront les projets chez les Chinois vont accepter ces pays? Je ne pense pas. Ils ont trouvé que l'Afrique du Sud était un candidat beaucoup plus sérieux. Ça, c'est le modèle chinois. Par contre, le modèle australien, lui, est différent. L'Australien, la société FMG, on rappelle encore, Fortescue Metal Group. Oui, Fortescue Metal Group, qui est une entreprise minière australienne spécialisée dans l'extraction du fer. Exactement. Voilà, ils sont aussi dans l'énergie renouvelable. Donc, FMG est venu avec ce modèle qui nous apparaît beaucoup plus sérieux et plus bénéficiant pour la RDC, c'est d'amener les industries consommatrices sur les sols congolais. Ce qu'ils appellent l'industrie verte, produire de l'énergie et à partir de cette énergie, produire l'hydrogène par l'électrolyse de l'eau et
fabrication ou production de gaz ammoniaque, les fertilisants et surtout raffinerie et les traitements des métaux verts comme le cuivre, cobalt et autres. Vous savez que nous avons notre code minier qui a toujours défendu que les matières premières soient raffinées sur les sols congolais. Mais aujourd'hui, on exporte les bruts puisque nous n'avons pas assez d'énergie. Donc, on trouve aussi que c'est une bonne opportunité pour que les sociétés minières ne puissent pas se justifier à exporter les bruts à l'étranger. Oui, mais les Australiens parlent de 70 000 mégawatts, alors que Inga 3, c'est 11,5 mégawatts. Ils vont trouver les 58 500 mégawatts où ? Oui, c'est-à-dire que vous n'aurez pas les 58 000 ou 80 000, même 200 000 dans la même nuit. Ce n'est pas possible. Donc, il faut commencer par 45 à 50 000. Parce que beaucoup de gens, quand on parle de l'énergie en RDC, on voit seulement Inga. Mais je vous dis que en RDC, spécialement dans la grande province de Congo central, en dehors des grands Inga, il y a aussi un site qui s'appelle Mpioka. Le site de Mpioka, Christian Lusakwenu, produit plus ou moins, a le potentiel de produire jusqu'à 35 000 mégawatts. Beaucoup de gens ne savent pas. Oui, mais quand on voit la difficulté que c'est de construire Inga, est-ce qu'on peut... Il y a Mpioka, il y a Matadi aussi. Est-ce que l'on peut penser que Kitropan embrasse Mama Letrain, on n'a pas réussi Inga depuis des années, on en parle depuis 50 ans. D'accord. On va faire en même temps Inga, Matadi et Mpioka. Bien sûr, les pommes qui s'est posé dans le passé, c'est situé à des niveaux. Le premier niveau, c'était d'abord les packages financiers. C'est la raison pour laquelle nous avons même, quand je dis nous, c'est la RDC, subdiviser les projets en 6 phases, Inga 3, 4 jusqu'à Inga 8, puisqu'il fallait trouver de l'argent. Et deuxième, c'était la consommation. On avait peur que ça devienne l'éléphant blanc, d'accord ? Mais FMG a besoin au moins, je dis bien au moins, de 70 000 mégawatts, puisqu'aujourd'hui, ce qu'ils ont comme les besoins pour vendre leur hydrogène à RDC et au monde, il leur faut au moins 70 000. Mais avec 45 000 ou 50 000 mégawatts sur Inga, parce qu'il y a cette possibilité-là d'augmenter de 44 jusqu'à 59 ou 60. Donc, ils peuvent déjà commencer les business et continuer avec Mpioka. Donc, et c'est eux qui financent. Oui, eux-mêmes. C'est leur propre. Il n'y a pas de conditionnalité de financement, il n'y a pas de Banque mondiale, de FMI, de MOU, de tour de table à faire. Ils ont l'argent disponible, eux. Bon, une des raisons principales que cette histoire est allée plus vite, c'est-à-dire qu'ils ont convaincu le chef de l'État, ils ont convaincu le gouvernement du Premier ministre Ilukamba, et on n'a pas eu besoin de 2 jours pour se décider, pour des raisons. Ils sont venus en RDC, déjà plus de 24 personnes, tous les conseils d'administration des FMG étaient venus sur place, tous les décideurs. Ils ont dit au Premier ministre qu'on n'a pas besoin d'aller en Australie pour faire un rapport à qui que ce soit. Les décideurs sont là. Ils ont dit au président de la République qu'une fois qu'on signe un protocole d'accord, aujourd'hui, dans 3 semaines, mon équipe sera sur place. Donc l'équipe de Andrew Forrest, qui est le chairman de Fortescue. Et dans 3 semaines, ils sont arrivés. Ils se sont installés déjà ici, ils ont formé une société locale et depuis 3 semaines jusqu'à aujourd'hui, il y a eu quelques études qu'ils ont commencé à faire avec la RVF et d'autres sociétés d'État, puisque nous avons beaucoup plus encouragé que avant d'importer une expertise internationale, on doit se rassurer que les sociétés congolaises qui ont la même capacité restent les premières à vous servir. C'est ce qui se passe. Au moment où je vous parle, Christian, depuis jeudi, une forte équipe de FMG est arrivée à Kinshasa pour finaliser les négociations des contrats détaillés
à partir desquels nous aurons un draft qui sera présenté au chef de l'État pour son approbation. Une fois que le chef est d'accord avec ça, donc il va présenter à son gouvernement pour que le contrat soit signé. C'est un process vraiment de transparence. Ce qu'on ne veut pas que ce gros contrat, vous voyez, déjà on parle de 26 milliards de dollars pour Inga 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et Inga 3, pour votre information, l'offre des Chinois s'élève à plus ou moins 14 milliards de dollars. L'offre des Allemands s'élève à 12 milliards d'euros. C'est presque la même chose. 14 milliards de dollars, voilà, exactement. Et les Australiens veulent le faire à 6 milliards. 6 milliards. 6 milliards de dollars. Est-ce que ça paraît un peu gros. Comment eux vont-ils financer de moitié comparé à toutes les autres offres? Et est-ce qu'ils ont, parce qu'on a bien dit que c'est une industrie minière qui est spécialisée dans le fer, et vous avez dit l'énergie solaire, est-ce qu'ils ont la compétence pour le faire? Oui, d'abord je vais répondre pour la compétence. Nous sommes dans une globalisation aujourd'hui des business, on est bien d'accord? Christian Lussoké, nous, en tant qu'entrepreneur journaliste de Top Congo, aujourd'hui si vous gagnez, admettons, de l'argent, vous voyez les winners là qu'on voit à la télé, d'accord? Vous gagnez 10 millions de dollars. Vous pouvez aussi construire un barrage, même de 5 mégawatts. Vous n'êtes pas obligé d'amener vos journalistes sur place. Il y a des sociétés spécialisées, d'accord? Leur travail, c'est ça. Les sociétés minières ou Glencore aujourd'hui, tout ce qu'il fait, c'est pas Glencore. Il amène les sous-traitants. Donc c'est comme aussi dans le secteur pétrolier. Pour construire une plateforme Total ou ExxonMobil ou BNP n'a pas besoin d'envoyer ses ingénieurs. Il va appeler Schlumberger, il va appeler Halliburton, voilà tout ça. C'est ce qu'ils font. Donc, ça veut dire que capacité technique, ils vont nous présenter qui vont faire le travail. C'est le top, société EPC. Alors, ces informations appellent beaucoup de questions. Première question, quid du projet sino-espagnol? On les remercie, on leur dit merci beaucoup. Il n'y a pas de contrat signé avec eux. Conclure avec les Australiens sera sans conséquence sur tout ce qui a été fait dans le passé? Non, vous savez, le président a traité ces sujets avec beaucoup d'intelligence et de sagesse. La Chine, c'est quand même notre partenaire, tout le monde le sait. Chaque année, on reçoit pas mal de l'aide de la Chine qui n'aiment pas quelque chose à rembourser. Là, ils sont en train de construire des centres culturels gratuitement, c'est très bien. Et puis, l'année passée, je pense qu'il y avait un hôpital qu'ils ont construit au Katanga. Et la Chine est membre du conseil. Voilà, chaque fois nous avons des pépins quelque part, il est toujours intervenu. Ça, on comprend très bien. Les consortiums sino-espagnols a écrit au président de la République l'année passée pour lui dire que voilà, nous sommes encore dans les projets, nous sommes intéressés dans les Inga 3, mais le problème qui nous bloque, c'est les marchés. Et ils ont encore ajouté que nous sommes capables de faire ces projets seuls ou avec un autre partenaire. Donc, quand FMG est arrivé en RDC, initialement c'était pour Inga 4 jusqu'à Inga 8 et développer les sites d'Mpioka tout court. Mais ils ont constaté que tu ne peux pas faire Inga 4 jusqu'à 8 sans pouvoir faire Inga 3. Techniquement, c'est impossible. La deuxième question, il dit, bon, comme les Chinois veulent démarrer à 14 milliards, qu'ils ont besoin d'un autre off-taker. Mais moi, je suis là puisque je suis 70 000. Mais je ne peux pas acheter l'énergie qui sortira de Inga 3 à n'importe quel prix, puisqu'ils ont trouvé que les prix étaient surestimés et surévalués. Voilà. De 8 milliards. De 8 milliards. Exactement, voilà. Et c'est ce qu'ils ont trouvé. Et ça, c'est pas possible. Il n'était pas possible de revoir la discussion avec les sino-espagnols. J'arrive. C'est pourquoi là où je parle de la sagesse du chef. C'est que le chef a dit, il a demandé aux Australiens, d'accord, de parler avec les Chinois. Donc il y a déjà une discussion qui est entre les Chinois et les Espagnols. Bon, vous voyez, techniquement même parlant, les modèles économiques BOT, d'accord,
C'est-à-dire, les consortiums chinois investissent 14 milliards. 30 ans après, il les récupère, il rend l'infrastructure énergétique au gouvernement congolais. On est bien d'accord? C'est ça qui était prévu. Voilà, comme c'est un projet de coût récupérable, je ne vois aucun problème. Comme ils ont besoin aussi d'un partenaire qui dit, écoute, moi j'arrive, mais je vais être opérateur, mais je fais le projet à 6 milliards de dollars. Je ne pense pas que même les actionnaires de sociétés qui font partie des consortiums ne seront pas contents. D'ailleurs, ça va coûter moins cher. Sauf s'ils perdent les 8 milliards d'entrée. Non, mais c'est les coûts. Oui, mais c'est coût surévalué, donc sûrement déjà importante marge bénéficiaire, supérieure à 100% du projet d'ailleurs, dès le départ. Bon, je voulais vous donner un exemple, pas pour vous, pour les Congolais qui m'écoutent. Admettons que vous avez un terrain à Gombe de 100 mètres carrés. Vous avez un investisseur libanais qui vous dit que voilà, je vais faire un hôtel de 8 étages et puis je vais vous céder deux étages. Et après 20 ans, et puis une fois que je récupère mon investissement, je vous cède l'hôtel. Bon, et puis vous avez maintenant un Américain qui arrive ou un Congolais de Brazzaville qui vous dit voilà, cet hôtel, moi je l'ai construit à 5 milliards de dollars. Toujours 10 niveaux, et je vous rends ça dans 5 ans. Vous allez aller avec qui? Donc voilà, avec celui qui donnera les... Exactement, c'est les BOT. BOT, au lieu d'attendre jusqu'à 30 ans pour récupérer, voilà. L'autre question importante, c'était la préoccupation de certains ingénieurs, communauté de business qui disaient, mais tiens, quand même c'est 14, mais ils vont faire ça à 6 milliards, est-ce qu'ils vont faire vraiment un bon travail? C'est pas leur métier. Nous avons posé cette question. Ils nous ont dit que voilà, pour nous, l'énergie des Grand Inga, c'est l'entrant. C'est pas l'énergie qu'on produit pour aller vendre. Et on n'attend pas que les gouvernements congolais nous payent une fois qu'on consomme, on leur donne la clé. C'est pas ça. C'est-à-dire que nous avons besoin de cette énergie pour le développement de l'industrie verte. Donc il n'y a aucune raison pour nous pour ne pas faire quelque chose qui doit être durable. Voilà. Quelles sont les retombées directes pour la RDC et aussi pour la province du Congo central? Y aura-t-il des retombées en termes d'emploi, en termes de production locale? Oui. Si oui, dans quel délai? Absolument. Premièrement, si nous finissons les négociations, il est fort probable que d'ici 3 mois, tout au plus, ça pourrait être beaucoup plus conservateur. Et nous avons un draft qu'on va présenter au chef. Et ils veulent commencer les travaux le plus vite possible. Cette année? Cette année, bien sûr. Le président de la République sera en mesure de poser la première pierre pour les grands Inga. Non seulement Inga 3, mais Inga 4, 5, 6, 7, 8. Première chose. Deuxième chose, au niveau de la retombée, du fait que l'industrie elle-même vient en RDC. Et je vous rappelle que la RDC a le potentiel de produire en total 120 000 mégawatts hydroélectricité. Ça, c'est très important. Et aujourd'hui, l'Afrique du Sud produit 41 000 par Eskom, qui est la société d'État. Vous avez l'Égypte en 48 à 49 000. Et le Nigeria dans les 52 000 mégawatts. Mais tous ces pays-là, quand ils ont besoin de l'énergie de la RDC, c'est pour l'industrialisation. La retombée ici, c'est quoi, M. Christian? Numéro 1, c'est d'abord le local content. Du fait que l'industrie sera implantée ici en RDC. Congo central, c'est d'abord l'emploi. Nos enfants, nos petits-enfants, au lieu d'aller chercher encore le travail ailleurs, mourir dans le désert, Libye pour aller ne sait pas où, nous aurons la possibilité qu'ils soient engagés ici, puisque ces projets amènent direct et indirect, tout ce qui est emploi, plus ou moins 700 000 emplois. Donc c'est énorme. 700 000 emplois d'ici, quoi, dans les 5 ans, dans les 10 ans? Exactement. Dans quel délai? Voilà, non, je dirais dans 10 ans, puisque le projet va prendre 5 ans pour qu'il soit, n'est-ce pas, conclu. Après que le projet est opérationnel, surtout l'industrie verte. Bon, vous pouvez déjà imaginer si nous avons 45 à 50 000 mégawatts,
puisque nous, deuxième retombée, si vous voulez bien, c'est la part de l'État. Le chef a dit clairement que tout contrat que la RDC signe avec multinationale, n'importe quel partenaire, ça doit être gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant aujourd'hui, c'est pas rester croiser les bras, attendre les dividendes. C'est par contre avec un modèle de partage de production. Si nous avons un pourcentage, nous aimerions bien recevoir notre production qui nous permettra à respecter l'engagement avec les pays avec lesquels nous avons signé des accords internationaux, entre autres l'Afrique du Sud. Au même moment aussi répondre surtout aux besoins nationaux, qui est d'abord au niveau des consommations domestiques et aussi industrielles. Est-ce qu'on peut partir du principe qu'aujourd'hui que ce sera cette formule australienne qui sera retenue? Je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette question. Ce que je peux vous dire, c'est nous avons signé, c'est le dernier accord qui a été signé. Le président de la République en a chargé pour que je mette en place une structure qui doit nous aider à accompagner ce processus. Donc nous avons un cabinet spécialisé en énergie renouvelable qui est en place. Les Australiens sont arrivés, les chefs de l'État en contact permanent, même avec le chairman, le numéro 1 australien. Et nous avons des experts qui m'accompagnent. Donc je n'ai pas encore eu un autre ordre que celui qui m'avait dit que allez-y, et qui peut mettre en cause l'accord qui a été signé. Donc pour nous, nous avons en face de nous d'un partenaire sérieux et qui a les moyens propres de financer les projets, et sérieux qui veut initialiser la RDC, sérieux qui amène aujourd'hui l'autre philosophie qu'on a toujours voulu de local content, où on doit engager les jeunes Congolais, où on doit les former, et surtout, comme le chef a insisté, qu'il veut bien encore milliardiser même les Congolais, nous avons la possibilité et l'opportunité aujourd'hui d'avoir au moins 40% d'investissement de ces grands projets dépensés sur le sol congolais, puisque toutes les sociétés de sous-traitance étrangères qui doivent venir chez nous, ils ne peuvent pas venir comme les oiseaux. Ils viennent, ils piquent, ils partent. Non, ils viennent, ils s'installent d'abord. Ça crée d'abord les emplois de première catégorie. Et ils doivent travailler aussi les Congolais sous forme de la JV pour transférer, n'est-ce pas, les compétences sociétés congolaises qui n'ont pas la capacité. J'ai eu la chance, Christian, de fréquenter les directeurs généraux de l'autorité de sous-traitance. Nous avons travaillé là-dessus pour se rassurer que même les sociétés congolaises qui ne seront pas dans une position de capacité de délivrer soient formées de manière que quand leurs partenaires étrangers qui viennent les trouvent aussi à un niveau élevé pour faire le business. Vous avez parlé de 26 milliards pour tout ce projet, Inga jusque 8, Pio Kamata dit, BOT certes, mais aucun engagement direct quand on a vu que le crédit chinois de 9 milliards avait fait couler comme donc, pas d'engagement direct du contribuable congolais dans ces projets. Bon, la vision du président Tshisekedi, c'est quand il dit win-win, derrière ça y est le peuple d'abord. Dans d'autres pays comme l'Angola, moi je viens du secteur pétrolier où j'ai fait plusieurs années, j'ai participé à plusieurs contrats de concession, c'est un domaine où je maîtrise quand même. L'Angola, quand il négocie dans les secteurs miniers par exemple, uniquement avec les gisements, surtout les diamants de joaillerie, il a automatiquement 51%, sans amener même $1. Il vous dit, construisez, produisez, récupérez. Mais là, 51%. Je vous donne un exemple. Bloc 0, c'est à Cabinda, où l'Angola produit plus ou moins 60% de la production nationale. Ils ont commencé à 10-15%, aujourd'hui ils ont 60%, sans mettre même un cas. Ça ne sert à rien. Un projet où il y a une compétition, il y a plusieurs demandes, je pense que nous sommes dans une position de force pour négocier. Donc, pourquoi on doit mettre de l'argent? Puisque les sites lui-même de Grand Inga, c'est déjà un apport en nature, n'est-ce pas? Je vais vous donner un exemple d'un terrain de 100 mètres carrés dans la ville de la Gombe. Est-ce que vous êtes obligé de payer à ces Libanais dont j'ai parlé de l'argent? Non. Donc, si quelqu'un trouve que ce que nous avons déjà comme des eaux, les sites lui-même de Inga, vous avez SNL qui est là-bas, tout ça, c'est pas
un apport. Là, il faut aller faire peut-être un barrage dans le ciel ou aller dans un désert quelque part. Donc, aucun engagement ou charge supplémentaire pour l'État. Non, vous voyez, savez que c'est quand même énorme. Pourquoi un projet de 26 milliards, vous voulez encore amener l'État congolais? Non, l'État, tout ce qu'il a comme des ressources, il peut les dépenser dans des projets sociaux. On a parlé des routes ici, alimentation de l'eau potable à la population, l'énergie, tout ça. Sans oublier aussi une autre chose importante, c'est, vous savez, quand nous allons produire déjà de l'énergie qui vient de Grand Inga ou bien de Pioka, pour les Congolais en général, ça veut dire que tout le monde, quel que soit là où il est, donc il aura l'énergie. Voilà. Donc ça, c'est quand même des défi. Il faudra que chacun paye. Il y a quand même un projet. Il y a un projet aussi, ce qu'on appelle des fonds INGA, qui est en cours. C'est pour que l'investisseur, que ce soit australien, concède un pourcentage, 1, 2, 3, ça peut aller jusqu'à 5%, pour développer aussi des projets de micro-électricité, énergie solaire, énergie éolienne, dans d'autres coins du pays où nous n'avons pas, n'est-ce pas, la chance d'amener l'énergie de Inga. Et en plus, la quote-part aussi de la RDC, c'est possible aussi que les lignes de transmission, ça passe du Congo central. Si Congo central, vous avez, par exemple, 500-600 mégas, il y a les matières premières là-bas. Donc, industrialiser la RDC, c'est pas seulement attendre les sociétés qui vont fabriquer des pièces de rechange, des Boeing A380, ou bien, non. On peut industrialiser notre pays avec déjà des ressources que nous avons sur notre sol. Entre autres, dans le secteur minier, vous savez, Bandounou, vous avez des matières premières, il y en a aussi au Kassai. Donc, si nous avons aujourd'hui énergie, au niveau du Kikwit, on fait une station de soutirage pour avoir les courants alternatifs. Et nous avons aussi au niveau de Chimbulu, au niveau de Kamina. De Chimbulu, ça peut alimenter les Grands Kassai, Sankuru, aller jusqu'au niveau à l'est. Et déjà, vous avez déjà l'énergie qui va attirer, n'est-ce pas, les investisseurs sur place pour venir investir dans le secteur minier, le secteur forestier et surtout aussi l'agriculture. On va pas abandonner Kakobola et Katende, hein? Je vous ai donné l'exemple que l'Afrique du Sud fait 41 000 mégawatts. Il a encore besoin de l'énergie. L'Afrique du Sud est 2 fois moins que la RDC, et même au niveau de la population. Donc nous avons besoin de l'énergie. Le Canada, selon les études de 2015, produit 108 000 mégawatts. La Chine, c'est 360 000 mégawatts. Et tous ces pays n'exportent pas. Et plus d'autres, ça fait 650 000. Donc ça veut dire que nous, qu'on ne se limite pas. Que si on a déjà on doit développer Katende, on va développer Kakobola, énergie énergétique. Ce que nous avons besoin, c'est avoir le maximum. Donc, vous voyez déjà que si vous avez la RDC, où vous avez l'énergie partout, où vous avez la navigabilité sur les fleuves du Congo, quand vous envoyez une voiture à partir de Anvers, Miami, Sydney ou bien Durban, cette voiture peut arriver à Kikwit, peut arriver directement à Kisangani, peut arriver à Lusambo ou bien à Ilebo, où les gens ne sont pas obligés de se déplacer jusqu'à l'ouest de la RDC. Et vous avez l'énergie partout, et vous avez une infrastructure. C'est ça en fait la nouvelle Chine que le président de la République est en train de voir. Vous développez ces pays aussi avec une jeunesse qui est... tout cela à quel horizon? 10, 20, 30 ans? Non, mais puisque les gangs va commencer, les travaux commencent, si tout va bien, d'ici fin de l'année. Pour en eau profonde, comme je vous ai dit, on va conclure, le chef d'État va nommer les mandataires et les travaux vont commencer bientôt. C'est plus des projets, c'est quelque chose que le chef a bien préparé, a bien réfléchi. Tout ce qui est les projets à long terme, c'est vraiment important. Vous développez les pays avec aussi des projets à long terme. Parce que nous avons, par exemple, Paul Maréchal, et il a plus de 5 ans pour les construire. Tout le monde est content quand il traverse. Donc voilà, les projets à long terme sont aussi importants, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire la route, il ne faut pas construire des aéroports et consorts. Donc il faut mettre tout ensemble. Vous êtes un grand pays, vous avez besoin de grands projets. Qui pilote, qui prend les décisions? Ce sera ma dernière question. La présidence tous ici de la présidence de la République, ou tous doivent se décider au gouvernement et voir avec l'autorisation du Parlement? Mais ça dépend de quelle décision. Mais le président de la République, n'oublie pas qu'il est le chef de l'exécutif. Ce que nous avons vu, il a toujours président le Conseil des ministres. Donc je ne pense pas qu'il y ait un conflit.
À la présidence, tout le monde est d'accord avec ce projet? Oui, écoute... Parce qu'on a parlé de problèmes entre conseillers. Non, mais écoute, à la présidence, j'ai des collègues, frères avec qui on travaille, mais nous sommes tous là pour servir les chefs de l'État et le peuple congolais en général. C'est normal qu'on peut avoir des divergences, d'interprétation. À la fin de la journée, c'est le chef de l'État qui est celle de décider. Monsieur Alexis Kayembe, je rappelle que vous êtes le conseiller spécial du président de la République en matière d'infrastructure. Je vous remercie d'avoir accepté de participer à cette édition spéciale. Édition spéciale où notre souhait à nous, Top Congo, était de savoir quelles sont les priorités dans le volet particulier qui est le vote des infrastructures, sans qui aucun développement n'est possible. Quelles sont les priorités de la République démocratique du Congo? Je vous remercie. Merci. Sans infrastructure, difficile de penser développement. Mais de quelle infrastructure la RDC a-t-elle besoin en priorité? Édition spéciale ce lundi 15 mars, après la grande édition du journal de 19h. Je serai avec le conseiller spécial du président de la République en matière d'infrastructure, Monsieur Alexis Kayembe de Bampende.